Alors, on est à la paracha de Vayeshev, d'accord? Et paracha de Vayeshev, c'est le début de la saga de Yosef. Et quand on parle de saga dans la Torah, on ne parle pas de série Netflix, on parle d'une suite d'événements, de rebondissements, d'épisodes qui ont chacun leur lot de leçons à nous apporter. Et Yosef, eh bien, on a l'impression que le destin il s'acharne contre lui, puisqu'en fait il va avoir beaucoup de péripéties, beaucoup de chutes, beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, et en fait ça vient poser la question du mazal. On a l'impression que Yosef a un mauvais mazal. Et nous, qu'est-ce qu'on se souhaite à chaque fois? On souhaite mazal tov. Alors on se dit, mais c'est quoi le mazal? Est-ce que c'est possible que vraiment quelqu'un ait l'impression qu'il y a le destin qui s'acharne contre lui, qu'il a l'impression de rien pouvoir faire? Est-ce qu'on a une prise par rapport à ça? Et on sait que le mot mazal vient du mot nozel. Nozel, ça veut dire ça coule. Comme si le mazal c'est quelque chose, ah bah le destin il te tombe dessus et puis en fait tu ne peux rien faire. Alors si vraiment mon destin il est entre les mains d'Hachem, alors quelle est ma part à moi? Est-ce que je dois simplement vivre les choses de la meilleure manière? Est-ce que j'ai une prise sur ce destin? Donc vous allez voir, c'est toutes les questions qu'on va se poser. C'est un cours très riche. J'ai essayé d'alléger tant que je pouvais, mais vraiment l'histoire de Yosef est très riche et les enseignements qu'on en a tirés sont vraiment innombrables. Donc accrochez vos ceintures. Vous êtes prêtes? On est parti. Alors, comme je vous ai dit, c'est l'épisode le plus détaillé de tout le Chumash. Il va nous accompagner pendant 4 semaines, de Vayeshev jusqu'à Vayechi, donc 4 semaines. Et c'est des épisodes très sombres, comme je vous ai dit. Et c'est pas pour rien que ça nous accompagne pendant le mois de Kislev, qui est le mois le plus sombre de l'année, mais dans lequel on va allumer la lumière de Hanouka. Pourquoi? Parce que Yosef, de la même manière qu'il va vivre des choses sombres, eh bien, à la fin, il y aura de la lumière, il y aura une happy end. Pourquoi? Parce qu'il aura été capable de mettre de la lumière. Comme nous, quand on allume les bougies de Hanouka, hop, on éclaire. Alors Yosef, même dans les moments les plus obscurs, il va réussir à éclairer et à apporter de la lumière. D'accord? Et ça va nous permettre de mieux comprendre nos vies, de mieux vivre notre destin et de mieux prendre notre destin en main. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? On en est où? On a Yaakov qui a 12 fils. D'accord? Il a perdu sa femme Rachel, il est resté avec donc Léa, et il s'installe à Hebron. Et à ce moment-là, eh bien, il y a ces 12 garçons, et il y a le chouchou. Le chouchou, c'est Yosef. Il lui a fait une tunique spéciale, c'est vraiment son chouchou. Et du coup, les frères sont jaloux de Yosef. Et puis Yosef, il commence à avoir des rêves. On a l'impression un peu mégalomane. Il vient, il dit voilà, j'ai rêvé que vous allez tous vous prosterner devant moi. J'ai rêvé que je serai très riche et que vous viendrez manger chez moi. J'ai rêvé que je vais vous soutenir, que je vais vous sustenter, quoi. Je vais rêver de ça. Et alors eux qui étaient déjà jaloux de base, ça ne fait que attiser leur jalousie et même leur haine envers Yosef. Et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, eh bien un jour, alors qu'ils vont faire paître les troupeaux, Yosef va demander de les aider. Et donc il va voir son père et il dit je vais aller aider mes frères. Et donc Yaakov va l'envoyer là où ils sont partis. Et qu'est-ce qui se passe quand il arrive dans l'endroit où ils étaient? Eh bien il ne les voit pas. Il ne les voit pas et il aperçoit un homme. Alors il va voir cet homme et il leur dit cette phrase: Et achai ani mevakesh. Je recherche mes frères. Et cet homme lui répond: Ah, tes frères sont partis d'ici. Je les ai entendus dire qu'ils allaient à Dothan. Et à ce moment-là, Yosef dit: Ah, ils sont partis à Dothan. Eh bien, hop, je reprends mon petit baluchon et je repars vers Dothan. Et là, on a envie de dire: Non, rentre chez toi, non. Et arrivé à Dothan, ses frères se disent: Bah voilà, en fait, ça y est, c'est l'occasion rêvée. Le petit chouchou de papa qui croit qu'il va nous dominer. Eh bien, on va voir ce qui va en être de ses rêves. Et en fait, il décide de le jeter dans une fosse. Et c'est une manière de le tuer en attendant que voilà, ça soit fini pour lui. Ensuite, sur les conseils de Réhouven, eh bien, il décide de le sortir de la fosse pour en fait le vendre à des commerçants. Puisqu'à l'époque, il y avait de la traite d'esclaves. Et donc, ils le vendent en esclaves. Alors il va être vendu aux Midianites, aux Ishmaélites, il va être vendu 4 fois Yosef comme si c'était de
vraiment de la denrée commerciale, voilà, qu'on se refile comme ça. Imagine même pas qu'est-ce qu'il a pu... En fait, avec les Khatoufim, quand on relit l'histoire de Yosef, en fait, on la relit d'une manière différente, évidemment. Et donc, en fait, il va arriver, et il va se retrouver finalement à travailler chez un notable égyptien qui s'appelle Potiphar. Et là, on a l'impression que les choses commencent un petit peu à s'arranger pour lui, puisqu'en fait, Potiphar le trouve génial. Il trouve qu'en fait, il gère très très bien, et donc en fait, il lui donne toutes les affaires de sa maison, ça veut dire ses contrées, ses affaires, son business. Il devient en fait le bras droit de Potiphar, d'accord? Et il est Ishmatzliach, comme ça on nous dit. Ça y est, il réussit, on a l'impression que ça va remonter là. Encore pire que tout. Qu'est-ce qui se passe? On a la femme de Potiphar, qui s'appelle Madame Zeroula. Et moi j'appelle Madame Roula. Elle vient tous les jours, yum yum, elle le drague. Elle se change d'habit 3 fois par jour. Peut-être ça il aime, peut-être les couleurs vives, peut-être les couleurs sombres, peut-être la dentelle, peut-être la panthère, peut-être le léopard, peut-être... Elle n'en peut plus pour Yosef. Elle n'en peut plus pour Yosef, à tel point que le Midrash qu'on raconte, que quand elle le voit passer, elle est en train de couper des légumes, elle se coupe les doigts. Et à chaque fois, c'est comme elle dit, mais qu'est-ce que t'as comme entaille? Venez les filles, venez. Parce que Yosef était très beau. Yosef était très très beau. Venez, vous allez voir ce que je vis tous les jours. Elles arrivent, venez, on coupe les légumes ensemble. Et là, Yosef passe, elle se coupe toutes les doigts. Et elle n'en peut plus pour Yosef. Jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, alors que c'est une fête nationale, c'est le Chag HaNilus, comme on dirait, c'est le Noël, si vous voulez, vraiment tout le monde est là pour les festivités. Eh bien, Yosef reste. Et là, ça y est, Madame Potiphar, elle est plus implicite, cette fois-ci, elle est explicite, puisqu'elle lui dit Shirva imi, ce qui veut dire viens avec moi. Et Yosef va dans un mouvement de résistance incroyable par rapport à ses propres pulsions de jeune. Il a 18 ans à ce moment-là. Eh bien, il va repartir. Et en fait, comme elle va garder son ami dans la main, qui est en fait, elle va l'utiliser comme une pièce compromettante pour accuser à tort Yosef d'avoir voulu, elle, la violer. Et sur ça, eh bien, il va être jugé et envoyé en prison, dans une geôle égyptienne. On ne peut pas imaginer une geôle égyptienne il y a 4000 ans, à perpétuité. C'est ça qu'il récupère. Donc on a vraiment le sentiment que et c'est sur ça que se termine la paracha, que Yosef il est dans sa fosse et il est oublié. C'est les derniers mots de la paracha, il est oublié. Un peu comme, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, quand je vous dis, on relit les choses d'une manière différente, parce que avec les otages, on se dit, mais même nous, on s'en veut, on dit, mais on les a oubliés. Non, on les a pas oubliés. Alors, Yosef, pour avoir fait cet acte incroyable, d'avoir résisté à cette femme, il va mériter le titre de Yosef Hatzadik. Aucun personnage du Chumash, aucun personnage de la Bible n'a eu le mérite d'avoir ce titre de Hatzadik. Pourquoi il a eu ce titre? Eh bien parce que justement c'est peut-être un moyen que la Torah témoigne du fait que la solitude c'est l'épreuve la plus difficile pour une personne. Et lui qui était, comme je vous ai dit, sans affection, sans solution, orphelin de mère, le sentiment qu'il a été trahi par ses frères, abandonné par son père, jeté dans un autre pays, sans aucune perspective de s'en sortir. Il est esclave. Quand on est esclave à lui. Et cette femme, belle, elle était très belle, qui s'offre à lui, et à ce moment-là, alors qu'il était dans un mouvement pour, oui, craquer, il est reparti. C'est ce que nous dit Rachid. Il était, oui, sur le point de craquer. Comment on sait? Parce que, Yosef, pourquoi t'es resté à la maison ce jour-là? Je pense vraiment que c'était une bonne idée de rester avec la femme qui te drague depuis 1 an. C'est que ça commence à lui faire de l'effet. Et deuxièmement, pourquoi tu n'as pas récupéré ton habit alors que tu savais très bien que ça allait être une pièce compromettante pour elle? Parce qu'il se dit, si je reste 2 secondes de plus, c'est fini, je ne tiendrai pas. D'accord? Donc, c'est ça qui lui fait mériter le titre de Yosef Hatzadik. Il est dans un pays étranger, il n'y a rien qui le raccroche à la vie. La femme du patron, qui est une des femmes les plus belles du monde, qui vient pour lui. Finalement, on peut voir ça comme ça, lui donner l'affection. Et lui, il dit non, c'est pas pour moi.
je ne vais pas avec une femme étrangère mariée, en plus, à mon patron, c'est pas possible. Et ils s'en vont. D'accord? Et qu'est-ce qu'il écope de ça? Qu'est-ce qu'il écope d'une telle chose? De la prison. Il pourrait avoir le sentiment que, mais en fait, ça sert à quoi de faire du bien? Ça sert à quoi? C'est ça le destin. Finalement, c'est comme si tu disais, il pourrait avoir le sentiment de dire, bah, j'ai beau faire le bien, qu'est-ce que je reçois? Je reçois le mal. D'accord? Alors venez, on va rentrer dans le texte. Vous allez voir, c'est très riche, très profond. Et vraiment, j'ai essayé de tout condenser, mais pour en tirer des enseignements vraiment incroyables pour, comme je vous ai dit, mieux gérer nos propres destins. Alors, d'abord, la première chose qui nous interpelle. Qui est cet homme? Là, celui qui était là-bas, à l'endroit où il a été chercher ses frères, qui lui a dit: ah, mais tu sais, je les ai vus, ils sont partis à Dothan. Nos sages nous disent que c'est un ange. C'est l'ange Gabriel. Là, tu dis: attends, pourquoi Hachem t'envoie un ange? Si tu envoies un ange, voilà, si tu envoies un ange, pourquoi tu lui envoies pas un ange qui lui dit: ah, ben je sais pas, ils sont pas là, rentre chez toi. Si tu nous envoies un ange, Hachem, envoie-nous un ange bienveillant, pas entre guillemets un ange malfaiteur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vient Rachid, il te donne la réponse, mais vous allez voir que la réponse n'est pas du tout satisfaisante. Il dit: ah oui, pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi il lui a envoyé un ange? C'est pour suivre le plan qui avait été énoncé 270 ans auparavant à Abraham. Dieu l'avait prévenu que sa descendance descendrait en Égypte. Et bien voilà, ce dialogue avec cet homme allait marquer le fait que Yosef finalement terminerait en Égypte, et finalement ça va faire en sorte que tout le peuple juif descende en Égypte. Là tu dis: ah, sympa, sympa, tu m'envoies un ange, parce qu'en fait Dieu, c'est toi le Tout-Puissant qui gère les événements, et puisque moi je fais partie d'un plan divin, bah du coup en fait tu me mets là. Mais Dieu, moi j'ai des sentiments. Je ne suis pas simplement un pion dans l'échiquier d'Hachem. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, en gros, tu dis, mais c'est pas juste. Toi, tu as besoin de réaliser ton plan, donc entre guillemets, tu me prends en bouc émissaire pour réaliser les grands plans d'Hachem qui ont été réalisés il y a 270 ans. Ah oui, genre comme si ça nous satisfait comme réponse. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette idée qu'il y a un grand destin par lequel on est tous liés et auquel on fait partie, qui a un plan du monde, que tout va vers le top, on est d'accord. Mais je peux avoir une place sympa. Est-ce que je peux avoir la place du bouc émissaire? C'est possible, une chose pareille? Pourquoi ça me pose un problème fondamental, cette chose-là? Parce que cette chose-là, ça ressemble fortement à ce que disent les Grecs. Et vous savez, donc on a une semaine de Hanouka. Et à Hanouka, nous, on célèbre quoi? On célèbre la suprématie de la pensée de la Torah sur la pensée grecque. D'accord? On ne fait pas une victoire militaire ni une fiole d'huile, on est bien d'accord. En fait, on célèbre le fait que, eh bien, notre pensée, elle est infiniment supérieure à la leur. Sauf que quoi, on a l'impression que c'est la même chose. Vous savez, les Grecs, eux, ils étaient très fatalistes. Toutes les tragédies grecques, vous avez dû faire ça au lycée, les Oedipe, les Sophocle. Sophocle, ouais. Toutes les tragédies. Et en fait, Oedipe, c'est quoi? On lui annonce son destin au départ. Il veut absolument échapper à son destin, mais finalement, comme il veut échapper, hop, c'est les fameuses prophéties autoréalisatrices. Et donc, du coup, il se retrouve enfermé et il a réalisé le destin, comment ça s'appelle? L'oracle. Vous vous rappelez l'oracle? Ouais. Vous avez fait ou pas? Vous n'avez que moi qui ai l'oracle. Je suis tellement pratique, les trucs là. Et regardez qu'est-ce qu'il dit, Sophocle, justement. Il dit quoi? Il dit: et qu'aurait donc à craindre l'homme, puisqu'il est le jouet du destin. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Il dit quoi, Shlomo Amelech, le roi Salomon? Rabot marchevot belek ish, ve'etzatashon itakum. Tu sais, l'homme, il a beaucoup de pensées, mais qu'est-ce qui se réalise? C'est le destin d'Hachem. Je dis: attends, là, tu veux dire qu'on est sur la même longueur d'onde? Mais c'est très angoissant. Je veux dire que ma prof de français en terminale, elle avait raison? Non. La pensée fataliste, c'est une pensée qui est enfermante. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être livrée complètement au hasard.
Alors, c'est ça que j'aimerais qu'on voit. C'est qu'en fait, la différence, elle est subtile, mais elle est essentielle. Et en fait, de cette différence-là, on va découler beaucoup d'enseignements. C'est quoi la différence? La différence, la première, c'est qu'évidemment que nous, on sait que tout est pour le bien. D'accord? Eux, ils disent, ah non, les choses, voilà, c'est un destin, un hasard. Non, non, tout est pour le bien. Akol Letova. Mais on ne dit pas seulement que ça. On dit aussi que tout est pour le bien, mais surtout tout est pour mon bien. Et ça, c'est la notion que Hachem, il s'occupe de moi au niveau personnel. Et ça, les Grecs, ça leur va pas du tout. Pourquoi? Parce que eux, ils ont imaginé un Dieu qui est coupé de toi. Toi, quel rapport? Dieu il est là-bas, toi tu es ici, et puis c'est les destins, c'est les étoiles qui te gèrent. C'est le hasard, c'est tout ça. Toi tu dis, ah non, non, je t'explique. Hachem, vous savez, comme les gens qui ont une caméra, là, les gardes, ils ont une caméra comme ça, et ils sont sur tous les plans. Là, la cour, par exemple, dans la cour d'école, tu vois, le directeur, il a ça. Il a genre 18 caméras, il regarde. Hachem, non seulement il fait ça en permanence avec moi, non seulement il m'applaudit à chaque fois que je fais quelque chose de bien, non seulement il appelle les malachim, les anges, pour leur dire, regardez ma fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une machine. Elle a reçu des amis pour un cours de Torah, elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais en vérité, là où il se réjouit le plus, pourquoi je rigole? Parce que c'est les actes cachés. D'accord? Il n'y a pas d'applaudissement. Et lui, il t'applaudit. Et seulement ça, pas seulement ça, il t'applaudit, mais il t'envoie des agents. Mais nous, on se dit, mais il m'envoie normalement des agents pour m'aider, pas pour comme l'ange Gabriel qui l'a envoyé là-bas au casse-pipe. Vous avez compris? Donc, en fait, Yosef, qu'est-ce qu'il comprend de ça? Que non seulement il passe par cette épreuve, pas seulement parce que c'est pour arranger le destin de Dieu, c'est parce qu'en fait, cette épreuve, elle est fondamentale pour lui, pour sa réalisation personnelle, pour l'exploitation de son potentiel, pour écrire sa propre histoire. Et Yosef, vous allez voir en fait pourquoi il y a autant d'épisodes, 4 épisodes, 4 parachas, c'est énorme. Parce qu'on va voir qu'il va réussir à acquérir la mida de l'humilité, qu'il n'avait pas, qu'il va réussir à acquérir la mida, la capacité à justement exprimer son potentiel, qu'il n'avait pas, à créer de la redoute, la capacité à pardonner, on va le voir. Yosef, c'est le même lettre que Pius, le pardon. Tout ça, il va les apprendre pendant les 4 épisodes. Mais donc en fait, il n'est pas simplement descendu en Égypte pour réaliser le destin du peuple juif à grande échelle, mais pour réaliser son propre destin personnel à lui. D'accord? En fait, je vais vous donner l'image, la métaphore. Imaginez qu'on joue toutes dans une pièce de théâtre. D'accord? Alors, entre guillemets, le scénario est écrit d'avance. Par contre, qu'est-ce qui n'est pas écrit? C'est pas écrit qui va jouer quoi comme rôle. C'est-à-dire que quoi? Que la pièce, elle est déjà écrite. Et donc, c'est prévu qu'il y en a une qui va faire un croche-patte à l'autre. D'accord? Ça, c'était écrit. Non, c'est pas écrit qui va se mettre où. Et moi, je suis celle qui a eu le croche-patte. D'accord? Maintenant, pourquoi je suis celle qui a eu le croche-patte? Parce qu'il y en a une qui a décidé de se mettre là. Mais en vérité, c'est parce que aussi j'étais destinée, moi, à recevoir un croche-patte. Pourquoi? C'est pas juste parce qu'il fallait que tu tombes. Mais pourquoi? Parce qu'il fallait que tu te relèves. Mais pourquoi? Parce que tu as un tikkun à faire. Maintenant, elle, celle qui s'est positionnée à faire le croche-patte, elle aura des comptes à rendre à lui. D'accord? Mais de toute façon, qu'elle décidait ou pas décidée, si elle n'avait pas accepté de jouer le rôle de la méchante, Hachem il aurait trouvé quelqu'un d'autre pour jouer le rôle de la méchante. Ça manque les gens méchants sur Terre. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous raconter une histoire incroyable. Que je raconte à chaque fois que je vais expliquer ce principe parce qu'elle est très marrante cette histoire. Un jour quand j'étais jeune, j'étais étudiante, j'avais besoin de lever de l'argent pour un projet en lien avec Israël. J'avais à cette époque-là mobilisé 20 jeunes et on partait pour 2 mois pour faire une mission humanitaire en Israël. Il me fallait des fonds pour ça, d'accord, pour subventionner. Et j'ai été voir une certaine personne, d'accord, qui travaille dans le monde, on va dire sioniste, pas religieux, d'accord, mais sioniste. On va pas donner pas de marque. Et je lui présente mon projet. D'accord? Non, j'avais genre 19 ans. Oui, alors, on va tous partir. Non, moi j'ai les étoiles dans les yeux, mais je le sens genre en mode blasé. Genre, oui, bien sûr, donnez-moi de ces subventions. Si tu sens qu'il n'est pas sur la pile,
mais que, voilà, cause toujours. Bon, il s'avère que la même semaine, je suis invitée à un événement dans un petit comité et que cette même personne se trouve là. Et donc, incroyable, vous vous rappelez la subvention? Oui, bien sûr, cause toujours. Et en fait, il s'avère qu'il est avec son épouse. Donc, je fais connaissance de son épouse. D'accord. Ça, c'était le dimanche. Regardez comment Hachem il est précis. Non, mais c'est extraordinaire. Le lundi, 16h, je me balade dans une rue, mais à Paris, dans un tout petit quartier, qu'il n'y a jamais personne là-bas, une toute petite rue. Qu'est-ce qui se passe? Non, je le croise lui, main dans la main avec une autre dame. Ah, ouais, là. Non. Ouais. Et là, il me voit, il blanchit, et il me regarde, il fait pour la subvention, c'est bon. C'est pas moi. Je me promets. Je n'invente pas des. Je me rappelle, moi, ça m'avait marqué quand même. Et là, je fais merci. Mais en gros, c'est quoi le truc? Il était destiné à me la donner cette subvention. Ouais. Mais comment? Comment La non? façon, ouais. T'aurais pu la donner en mode classe. T'aurais pu la donner en mode disgracieux. On va dire ça comme ça. Chaud. Vous comprenez? Ça veut dire quoi qu'il l'histoire elle est écrite. Tu vas lui faire le chèque. Tu vas pas y échapper. Choisis. La façon, ouais. D'accord? Et ça, c'est notre histoire. Ça veut dire en fait, Hachem n'écrit pas que la grande histoire. J'ai entendu cette semaine un Chabad de Cholon, le Rav Raskin, il a dit quelque chose d'incroyable. Il a dit tous les Motzei Shabbat, pourquoi on appelle Eliyahu Navi? Parce que Dieu vient et lit l'histoire personnelle de chacun et de chacune qu'on a eu cette semaine. Et il lit ça. Avec Eliyahu Navi, il a dit Hachem Koré, il lit ça, Eliyahu Chotel. Et Eliyahu, il signe. Ça veut dire qu'il est intéressé à l'histoire personnelle, à la réalisation personnelle de chacun. D'accord? Alors du coup, c'est bon? Vous êtes avec moi? Comment il est Yosef pendant toutes ces années? 1 an d'esclavage, jeté, voilà, et après 12 ans de prison qui vont finir par un miracle. D'accord, mais 13 ans de cauchemar. On a l'impression que c'est de pire en pire. Donc toi, tu te dis, bah, il doit se sentir la personne la plus misérable du monde. Ben, en fait, tu lis l'histoire et tu vois pas du tout ça. Tu vois que quoi? Que quand il est jeté, il est vendu comme esclave. Il y a marqué que les commerçants qui le vendaient, donc c'était des Arabes, des Ishmaélim, et ils transportaient des aromates, d'accord, des bonnes odeurs. Bon, je comprends pas trop pourquoi tu te dis ça. Et Rachi il vient et il te dit, que c'est parce qu'en fait c'est pour lui faire un miracle. Qu'au moins normalement les Ishmaélim ils transportent du pétrole, ça pue. Et ben les aromates ça sent bon. Waouh, super Inès. Je ne peux pas lui envoyer quelqu'un qui a une panne. Voilà. Nous, on a envie de réécrire l'histoire quand on a vu une panne, crevaison, bah du coup Yosef rentre chez toi. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, et en plus c'est ridicule comme miracle. Imagine quelqu'un, Loa Lenou, il est jeté, enlevé, kidnappé, et puis tout d'un coup, Yves Saint Laurent. Ça sent bon. Je dis, mais c'est complètement incongru, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Pourquoi il a envoyé ce miracle-là? Parce qu'il savait que Yosef serait capable d'apprécier la bonne odeur. Pourquoi? Parce qu'il a lutté. C'est vrai, quand tu lis le Midrash avec ses frères, vraiment c'est affreux. Ah, c'est vrai. Ça coupe, bon. Et il lutte, non, ne me demandez pas, non, ne me condamnez pas, non. Une fois qu'il est dans l'histoire est terminée, qu'il ne peut plus lutter. En fait, il se rend compte qu'il ne peut plus rien faire. Donc en fait, à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux qu'il soit d'autre que serein? Moi, j'ai fait ma part. J'ai fait ce que j'avais à faire, justement pour changer mon destin. Une fois que j'ai compris que mon destin il a pris cette direction, que je ne peux pas changer cette direction pour l'instant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'accord? Donc, Yosef, c'est celui qui est capable de vivre l'épreuve avec sérénité. Pas qu'il n'essaye pas de changer, comme je vous ai dit, on n'est pas libre de dire ne fais rien et attends que ça se passe. Pas du tout.
On a une obligation d'effort pour réussir, pour qu'on ait les meilleures choses possibles. Et quand ça ne marche pas, ben, en fait, ça y est, c'est plus mon ressort. Donc je suis même capable de chercher les points positifs dans les moments les plus obscurs. D'accord? Et après, ça continue. Quand il est chez Potiphar, je dis, bon, je sais pas, il est esclave quand même. D'accord, c'est la pire condition qu'on peut imaginer. Enfin, qu'est-ce qu'on peut imaginer de pire que ça en fait? Vraiment, quand on vit ce qu'on vit avec les Khatoufim maintenant, qu'est-ce que tu peux imaginer de pire que ça à vivre? Et pourtant, là-bas, à chaque fois que, en fait, il lui demande quelque chose, il fait, ah oui, bah, Hachem va me faire réussir. Ah oui, bah, Hachem va me faire réussir. Hachem va me faire réussir. Tu dis, mais je comprends pas. Enfin, Yosef, t'es pas là en train de dire Hachem m'a abandonné, Hachem m'a abandonné. Non, Hachem, il est avec moi, il m'encourage, il est derrière moi. C'est lui qui m'a mis là et il veut me faire réussir. Ça veut dire, il continue, il fait de la pub pour Hachem chez Potiphar. C'est le premier rabat du monde, tu vois, il te fait de la pub là où tu t'y attends le moins. Et qu'est-ce qu'on fait nous à Hanouka? Pirsou Manès, on met la Hanouka pour dire eh oh nanananer, Hachem il s'occupe de chacun d'entre nous. On fait Pirsou Manès comme lui aussi. Ce qu'on dit Pirsou Manès, il publie le miracle. Publie le miracle. Tu fais de la pub pour Hachem, nous déjà au travail. Quand on travaille avec les Israéliens pas du tout religieux, tu fais ton birkat dans ta barbe, tu fais Asher Yatsar, genre tu dis surtout que personne ne me pose la question de qu'est-ce que je dis comme bénédiction parce que c'est l'archuma du livre. Quand tu sors des toilettes, c'est bizarre. Quand tu travailles avec des... Enfin, je sais pas si vous avez déjà travaillé avec des Israéliens de gauche, pas du tout religieux, tu passes pour la folle de service et lui il est dans un autre monde complètement. Hachem. Ensuite, quand il est en prison, tu dis bon là ça il est au fond du trou, c'est pas possible, il est au fond du trou. Eh bien écoutez, je vous cite ce qu'il dit le Rav Matityahu Salomon, il n'y a pas longtemps. Incroyable. Quand il est là-bas sur place, dans la prison, alors il y a marqué qu'il y a des prisonniers qui avaient un visage sombre. Il est venu les voir, il a dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez l'air triste? Alors, de là, vous connaissez l'histoire, ouais, bon, peu importe. Ouais. En tout cas, quoi qu'il en soit, il s'enquiert du bien-être des autres. Voilà. De là, tu apprends que, il n'était pas déprimé. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est déprimé n'est pas capable de voir la détresse de l'autre. Et lui, il est comme ça. Attends, il a pas l'air dans son assiette. Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est que... Comment toi, tu as la capacité, la sensibilité de voir que l'autre ne va pas bien, ne va pas bien? Deuxièmement, regardez ce qu'il dit, je vous le dis dans ces mots à lui, car c'est un fait qui sortait de l'ordinaire, car personne n'était déprimé dans la prison où se trouvait Yosef. Oui. C'est un fait qui sortait de l'ordinaire, car personne n'était déprimé dans la prison où se trouvait Yosef. Pourquoi? Parce que sa émouna était communicative. C'était pas seulement un Rabat, c'était un Breslev. Mes frères, mais t'inquiète, mais Hachem il est avec nous, mais tu crois, il va nous sortir de cette galère, mais c'est lui qui nous a mis dedans, c'est lui qui va nous sortir. Yosef, comment tu es capable de garder ta émouna? Et en fait, sa émouna, elle était communicative. Vous comprenez ou pas, genre le degré où on en est? Et c'est... Enfin, en fait, quand on lit, on entend aujourd'hui les histoires de Khatoufim, ceux qui étaient, on retrouve tellement de choses. Pourtant, c'est pas des gens qui sont religieux comme ça. Ils ont l'ADN de Yosef. Almog, celui qui est sorti avec Noah, Gamani, les quatre là. Almog, il a raconté qu'il avait un journal intime. Regardez sur internet à Yoman chez Almog. Je sais pas s'il l'a pris après, mais tous les jours, il se forçait à écrire 10 choses positives. Et un jour, il a écrit « Je vais sortir cette semaine ». Donc, c'est des choses positives. Et tous les jours, il s'est forcé d'écrire des choses positives différentes de la veille. Si ça, c'est pas Yosef Hatzadik. Maintenant, tu le vois, tu dis bah, « C'est un Yehudi ». Il arrive, il cherche. Il a dit « Il y a trop comme ça, je vais m'en sortir en cherchant des choses positives ». C'est comme Yosef qui sent le parfum. Tu dis, mais quel rapport? T'es jeté là-bas et tu dis, oh, Hachem a fait un S, c'est du parfum. Il a été capable de faire la même chose. Maintenant, est-ce qu'il a appris la paracha de Yosef? Sûrement pas. Mais il a été capable de le faire. Je pensais aussi à Berger, comment elle s'appelle? Agam Berger. Elle est là encore Khatoufa là-bas. Mais sa mère,
Ouais, sa mère, elle a raconté que les filles qui sont rentrées lui ont dit que depuis qu'elle est là-bas et qu'elle en sort très rapidement, Bezrat Hashem, elle fait Shabbat. Parce qu'en fait, elle doit cuisiner, enfin bref, elle travaille chez des gens. Exactement comme Yosef chez Potiphar. C'est fou. Elle dit, ah non, moi je fais Shabbat. Mais... Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que le silence, honnêtement. C'est Yosef, mais vivant en 2024. J'avais jamais pensé dans le c'est la même chose. Donc c'est quoi ton secret, Yosef? Yosef, le chiffre qui le caractérise, le nombre qui le caractérise, c'est 17. 17, c'est le nombre d'années, c'est l'âge à laquelle il a été vendu. Il y a plein de choses par rapport à 17. Et 17, c'est la gematria de Tov ou Oy. En fait, dans la vie, tu peux dire soit c'est les Tovati, c'est pour mon bien, soit c'est Oy. Oh là là, c'est foutu, oh là là, Hachem m'a abandonné. En fait, tu n'as que deux voies. De choisir ton destin, si tu vas aller là ou là ou là, des moments où tu peux rien faire. D'accord? Évidemment qu'il y a la Ishtanout, évidemment qu'il y a le fait de prier. Je peux faire un cours sur ça. L'année dernière, ou il y a 2 ans, j'avais fait le cours sur ça, c'était autre chose complètement. Mais là, quand tu pars du principe que tu as fait ce que tu avais à faire et que Hachem t'a décidé de te mettre là, il te reste que deux alternatives. Tom ou Oy. Et regardez comment c'est incroyable. Regardez la suite de ce qu'on voit par rapport à cette idée du destin. C'est l'histoire de Madame Zerkoula, la roulade. Qu'est-ce qu'il a poussé, mais vraiment à aller, vraiment harceler. D'accord, on parle beaucoup de harcèlement sur le lieu de travail. Voilà, c'est dans la paracha. Comme toi, tout est dedans. Qu'est-ce qu'il a poussé Madame Zerkoula à aller et à le harceler? D'accord. En fait, elle avait vu que leur destin était lié, justement. Qu'en fait, ils étaient destinés à avoir une descendance commune. Et c'est vrai. Ah, mais c'est avec sa fille. Ils auront une descendance commune. Pourquoi? Parce que Yosef va se marier avec Asnat, qui est la fille adoptive, d'accord, de Madame Zerkoula. Donc oui, ils auront une descendance commune. Mais toi, tu veux forcer le destin. Ça marche pas. Forcer le destin, ça marche pas. Faire ça, essayer, faire ce qui est entre nos pouvoirs, mais c'est harceler, envoyer des mails, saouler, demander à toute la terre de lui parler. Laisse tomber. Et vous remarquez, c'est la même histoire que la pièce de théâtre. Ça veut dire la fin, elle est déjà écrite. Oui, ils auront une descendance commune. Soit tu choisis de jouer le rôle. En fait, le rôle idéal, c'était quoi? La grand-mère gâteau, la belle-mère de Yosef, en fait. C'est la grand-mère, truc, là, c'est les grandes, titatiques. Mais tu as choisi de jouer le rôle de la folle furieuse dans le film. Mais, vous voyez ce que ça veut dire? À la fois, le destin, il s'invite à nous, mais à la fois, on choisit son rôle. Tu es libre, tu as le libre arbitre. Vous comprenez que c'est un calcul qui est complexe. Les Grecs, ils n'étaient pas assez intelligents pour comprendre cette chose-là. Parce qu'en plus, c'est toutes nos Ashgachot Pratiot, d'accord, tous nos destins individuels qui sont connectés les uns aux autres. C'est un calcul monumental que Hachem il fait en permanence. Mais c'est toi qui choisis ton rôle. C'est toi qui choisis ton rôle. D'accord? En vérité, tout ça, ça nous donne un secret par rapport à l'épreuve. Il y a marqué que Nisayon, d'accord? Nisayon, c'est une épreuve. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait face à Nisayon? En vérité, Nisayon, il se divise en 2 mots. Nes, le miracle, et Yavan. En fait, face à l'épreuve, j'ai 2 alternatives. Soit c'est l'alternative de Yavan. Yavan, comme je vous ai dit, c'est quoi? C'est-à-dire, le destin, en fait, c'est un truc qui te tombe dessus, tu peux rien faire, et en plus, c'est absurde. Ça n'a pas de sens. Et tu crois que ça prend en compte toi, ta sensibilité, tes réussites, tes victoires, tes srouillottes? Non, pas du tout. C'est un truc qui te tombe dessus. D'ailleurs, ça coule de source, tu vois. Yavan, c'est Yud, Vav et Nun. C'est un petit point, un moyen. Tu sais, c'est comme si tu dis, j'ai pris ce petit point, en fait, je l'ai déroulé. C'est le principe d'inertie, quoi. C'est le fatalisme. C'est la même gematria Yavan que Galgal. Galgal, c'est une roue, tu vois. Vous vous rappelez en physique, voilà. La roue, si tu la lances, en dehors des forces de frottement. J'étais assidue en cours. Mais Géna, tu sais qu'en fait, si tu n'avais pas les forces de frottement, tu
tu jettes la roue, elle continue infiniment. Ça veut dire en gros c'est ça le destin, tu vois, t'as aucune prise dessus, ça tombe dessus, et ben en fait voilà, t'as plus qu'à subir quoi. Ah ok, super. C'est ça qu'est-ce qu'elle te dit la tragédie grecque. T'as plus qu'à subir. Ah bah écoute très bien, c'est encourageant, ça donne la simra, ça donne la pêche, ça rend libre. Et ben non, on te dit complètement le contraire. T'as une autre alternative, cette alternative elle s'appelle Nes. Nes, c'est de croire au miracle. Le miracle que Hachem, il prend en compte chaque petit acte que tu fais et chaque petite chose que tu fais et il le rentre dans le calcul et il te change ton destin en fonction de ce que tu fais. D'accord? Ça veut dire que Yavan, c'est tout le côté rationnel, les pronostics, les diagnostics, tel médecin m'a dit ça, non mais tu sais ça c'est fichu, non mais tu... Et en fait tu te dis mais non, nous on a autre chose, on a le Pirsum à Nes, on se prépare à Hanouka là. Et quand tu es Mefarsem, quand tu diffuses le miracle, tu deviens candidate au miracle. Plus tu vas rentrer dans une perspective de Hachem s'occupe de moi, Hachem m'a fait du bien. Comme on avait vu dans la paracha la semaine dernière, il y a marqué que Yaakov, alors qu'il a été blessé, il y a marqué que le soleil zarach lo, le soleil brillait pour lui. Le soleil ne brillait pas pour Yaakov. Quand le soleil brille, a priori, il brille pour la moitié de la planète. La moitié de la planète, il faut suivre. Parce que tu te rappelles, les autres, ils sont dans l'obscurité, c'est là le soleil brille pour tout le monde. En tout cas, tu dis, bon, bah oui, comme tu dis, génial, le soleil brille pour tout le monde. Non, Yaakov, il te dit pas ça. Zarachlo, c'était la paracha de la semaine dernière. Il dit, moi, je ressens que quand le soleil brille, il brille pour moi. J'espère que Roxane, quand tu te mets dans ta petite terrasse devant la mer, tu te dis, mais Hachem, il a créé cette mer pour moi. C'est vrai. Et tu sais, souvent, je pense à toi, parce qu'elle a un Nes en face de chez elle. Elle a un vrai Nes. Il y a 4 pauvres maisons, mais jetées. Tu les vois de là, tu dis, qui vit dans ces maisons? De gens qui refusent de vendre. Alors que c'est un terrain qui vaut des milliards devant la mer. Et donc, elle aurait dû avoir depuis longtemps un hôtel devant chez elle qui lui cachait. Mais à chaque fois, je pense à ça. Je me dis, pourquoi il ne pas parce que Hachem, il veut que Roxane elle est là. Tu es très sérieuse. On se rend pas compte. Et en fait, c'est pas qu'on se rend pas compte, c'est que plus on s'en rend compte, plus on va voir ça dans nos vies. Ça veut dire, Hachem, il te laisse la place que toi, tu veux lui laisser. Et plus tu dis, mais Hachem s'occupe de moi. C'est pratique, c'est Ashgacha pratique, il s'occupe de moi. Plus tu vas le voir dans ta vie. D'accord? Je me rappelle d'une histoire qui s'est passée, c'était avant le corona, il y a peut-être 5-6 ans. Il y avait une prof à l'école, à l'Institut de la Torah, qui avait décidé de faire un livre avec les miracles des enfants de l'école. En gros, on a tous quelqu'un, une tata qui sort, je sais pas, moi on avait été voir avec mon fils, c'était pas quelqu'un de la famille, mais un monsieur qui avait fait un naufrage et qui avait passé en fait la nuit, et il a vu tous ses amis pour mourir devant lui. Et en fait, lui, il était raccroché à une espèce de perche qu'il a trouvée, on ne sait pas où. Et au moment où il a fait Shema Israël, il y a un bateau de pêcheurs qui est passé, qui l'a sorti de là. Voilà. Ils ont fait je l'ai mis en contact avec Torah Box, il a fait une vidéo, mais comme elle est sortie le 9 octobre 2023, personne n'a vu le pauvre, mais incroyable. En tout cas, bref, tout le monde a fait ce livre, et c'était un livre magnifique où tout le monde racontait des miracles en fait. Et cette prof, la Mora Miri, elle a eu un truc incroyable, c'est qu'en fait son fils il a fait un accident de voiture juste après qu'il a sorti le livre, et un accident très très grave. Et les médecins m'ont dit il sera plus jamais le même. Je suis venue la voir, je lui ai dit, Mora Miri, toi tu as été Mefarsem le Nes. Regarde comment Hachem il a fait en sorte que tu as eu cette idée avant de publier les miracles. Et ben tu vas voir ton fils, je suis sûre qu'il va avoir un miracle. Et son fils il a eu un miracle. Waouh. Il faut publier le miracle. Il faut dire Hachem il s'occupe de moi. Il faut se dire Hachem m'occupe de moi, s'occupe de moi personnellement. Je suis VIP d'Hachem. On est chacune la Batirida de Hachem, chacune la fille unique d'Hachem. D'accord? Donc ça c'est ça. Tu as deux choix dans la vie. C'est soit Yavan, soit le Nes. Mais évidemment on est toujours entre deux eaux. On navigue entre deux eaux. Nes, Yavan. Mais toi ton libre arbitre. D'accord? Dans tout ça. Justement, c'est d'aller toujours vers le Nes.
toujours vers le fait que Hachem il s'occupe des choses pas seulement pour le bien de la planète, pour mon bien à moi. Et plus je fais ça, plus je vais dans la direction de mon bien à moi. Pourquoi? Parce que je suis prédisposée. C'est prédisposée du coup à vivre mon destin, à exploiter mon potentiel, à jouer mon rôle. Le rôle, il m'a mis là, dans une scène que je n'avais pas choisie. Et si je l'avais choisie, j'aurais choisi une autre scène. Mais il m'a mis là. Et du coup, je vais jouer pleinement mon rôle. Donc je me réalise. Donc je deviens vraiment la partenaire d'Hachem. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est vraiment ça. Ça veut dire que... et ça, ça va donner encore... vous avez encore la place pour 2 autres enseignements? Oui? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent de là. La première chose, c'est que bien des années plus tard, il va y avoir un miracle. Le miracle de l'ouverture de la mer Rouge. D'accord? Donc, 130 ans. Ok. La mer Rouge ne voulait pas s'ouvrir. Elle ne voulait pas s'ouvrir. En vertu de quoi elle va s'ouvrir? Au moment où elle va voir les os de Yosef. Les ossements. Dès que les ossements de Yosef vont arriver sur le bord, les rives de la mer Rouge, hop, elle va s'ouvrir. Comment on sait ça? Parce qu'il y a marqué Ayam, comment c'est? La mer Vayanos, elle s'ouvre. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a marqué Ayam Ravayanos. Et il y a écrit que quoi? Que Yosef, il était quoi? Il était Vayanos. D'accord? Et de là, on comprend que c'est en vertu de ce que Yosef a fait que le miracle de la mer Rouge aura lieu. D'accord? Ça veut dire en fait que quoi? Que Hachem veut nous faire des miracles, mais nous on se demande quel miracle on est capable de faire. Ce que Yosef a fait, de résister à cette femme, comme je vous ai dit, c'est absolument miraculeux. N'importe quelle personne qui se dit écoute, je suis jeune, je suis jetée, j'ai 18 ans, je suis abandonnée, je suis blessée, j'ai été trahie, vous connaissez, d'accord? Le cas social, mais qui s'enfonce dans son cas social. Il dit regarde, bah voilà, tu vois, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire aujourd'hui que de me droguer ou de faire ceci, de faire cela. Et toi tu dis ah oui, le pauvre. Mais ça c'est Yavan! Vous comprenez que ça c'est Yavan, qu'on nous vend du Yavan toute la journée dans les articles, la presse et tout. Ah oui, tu sais, il n'avait pas d'autre choix que de tuer son père, sa mère, parce qu'en fait c'était un cas social. Vous voyez pas ça? Dans le Figaro, dans le Monde, dans le truc, tout le temps. D'accord? Et regardez, ça donne à des responsabilités juridiques. Le tueur de Sarah Halimi. Ah non, bah, il était drogué du coup. Écoute, il était sous substance. Et toi tu dis mais non, mais moi je ne crois pas à ça. Moi je crois à Ness, je crois à Vayanos. Ça veut dire qu'en fait, tu es libre d'agir comme tu veux. Et en vertu de ça, plus toi tu es capable justement de dépasser le naturel, plus la réalité elle va être capable de dépasser le naturel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un jeu de miroir. Hachem il dit waouh, elle normalement si elle avait suivi la vision de Yavan de dire écoute bah oui j'ai pas le choix parce que tu comprends à mon âge je suis encore célibataire et donc du coup j'ai des filles qui me disent ça, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Que, en fait bah du coup ça y est maintenant elles se mettent sur les applications et donc du coup c'est compliqué de trucs et en fait elles étaient disposées à la base à attendre mais tu comprends maintenant. Je dis mais tu veux un miracle? Vayanos. Tu peux sinon t'inscrire dans la vision de Yavan. C'est un choix. C'est ton choix. Soit tu dis j'ai pas le choix parce qu'avec mon âge, mes trucs, ma ceci, mes cela, bah du coup, je vais me laisser porter par la vague, quoi. Et je subis en fait. Et je suis passive. Soit tu dis Vayanos. Alors tu leur conseilles quoi? Offline. Mais d'abord je complète. Ça d'abord je complète. D'accord? Et c'est ça qui va donner la force à Yosef, bien des années plus tard, 22 ans plus tard, de pardonner à ses frères. D'accord? Ça serait l'objet d'un cours en soi, ça c'était le cours l'année dernière. Ça serait l'objet d'un cours en soi de justement comprendre, mais en fait, on comprend très bien avec ce qu'on a vu. Le pardon, c'est quoi? C'est de comprendre qu'en fait, si cette chose-là m'est arrivée, c'est que de toute façon, voilà, comme on avait donné une explication avec le croche-pied, de toute façon, j'étais destinée à trébucher. De toute façon, j'étais destinée à trébucher. Maintenant qu'elle a choisi de, elle, me faire le croche-patte,
quelle règle s'écoute avec le bon Dieu? Mais moi, je ne vais pas me faire l'avocat du diable. Et moi, pourquoi à un moment, je vais ne plus lui en vouloir? C'est pas vraiment évident comme processus, hein, pardon, d'accord? C'est en étapes. Mais pourquoi à un moment, je vais arriver à me sentir légère d'avoir pardonné à cette personne? Parce qu'en fait, je vais me rendre compte que tout simplement, si j'en suis arrivée là, c'est parce que Hachem l'a voulu. Entre guillemets, si je peux en vouloir à quelqu'un, c'est déjà lui. Et lui, il est sympa, hein, parce qu'il prend tous les dossiers sur lui. Hein. Il te dit non, ne envoie à personne. Tu peux en vouloir à moi, ça, il n'y a pas de problème. C'est vrai, il prend tout à sa charge. Il est sympa, Hachem. Et si on fait ça, en vouloir les uns les autres, et se dire c'est à cause de ça, c'est à cause de lui, c'est à cause de truc, c'est à cause de cet ange qui avait commencé, et du coup ça a fait ça, et du coup, et c'est à cause de... En fait, t'es occupé à accuser les autres. T'es chargé d'une énergie négative, et tu oublies de vivre ta propre histoire. Et en plus de ça, t'as l'impression de subir l'humeur des uns et des autres. Elle te rend compte, elle a fait ça, elle m'a fait une crasse, elle m'a fait ceci. C'est pas facile, vraiment, quand on est victime de calomnie. C'est très difficile, hein, d'accord? Des fois, tu fais un cours sur le pardon, après quelqu'un fait alors, qu'est-ce que tu fais avec une belle sœur qui a dit du mal de toi? Bon, alors, bien, on commence pas par elle, déjà. Commençons par pardonner les autres gens, des dossiers plus faciles, et petit à petit, d'accord? C'est une asymptote. J'ai révisé les cours des terminales. Il disait le Rav Ben Shlomo, au lieu d'être dans la réaction, soit dans l'action. Ah, c'est fait, c'est ça. Au lieu de subir, vas-y, fais autre chose. Et plus tu vas faire autre chose, et plus tu vas agir, et plus tu vas dans l'action, moins tu penseras à ce qui s'est passé, ce qu'on t'a fait. Exactement. Et tu délivres vraiment les canaux de ton destin. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Quand tu vas vers Yavan, en fait, tu bouches les canaux de ton destin. Quand tu vas vers le Ness, tu ouvres. Vraiment, tu ouvres. C'est vraiment ça, être en action et pas en réaction. D'accord? Vous avez compris? J'ai fait vraiment la version la plus light que possible parce que c'est déjà très chargé, mais on résume. D'accord? Parce qu'on ne part pas sans ses devoirs. Ok? Alors, on va en fait expliquer la notion de Hashgacha pratique. D'accord? Que Hachem prend en charge personnellement, VIP. Ça veut dire que quoi? Que tout est pour le bien. D'accord? Mais surtout, tout est pour mon bien personnel à moi. Et c'est pas parce que je fais partie d'un grand destin que du coup Hachem m'a mis par hasard là, mais c'est parce qu'en fait chacun a un rôle à jouer, que ce rôle est détaillé sur mesure pour me permettre de me réaliser. Et cette pensée vraiment, elle me donne des ailes. Deuxièmement, on a vu que du coup, ça nous donne une sérénité pendant l'épreuve. Pourquoi? Parce que du coup, même si on est dans l'obscurité, et même si on est dans une phase sombre de notre histoire, eh bien, on a le sentiment que si Hachem nous a mis là, c'est parce qu'on a quelque chose à réaliser. D'accord? Et donc, c'est la meilleure protection contre les remords et les regrets. J'aurais dû l'écouter, mais c'est à cause de son conseil, mais c'est elle qui m'avait dit que... Laisse tomber. Si t'en es arrivé là, c'est parce que Hachem, il te fait un plan sur mesure, maintenant c'est à toi de jouer le rôle principal. Troisièmement, ça me donne la liberté de croire au miracle. C'est-à-dire l'intervention d'Hachem, ça me libère de toutes les statistiques et les prévisions, d'accord, les oracles des uns et des autres. Ça me donne de l'estime de moi. Pourquoi? Parce que je comprends que Vayanos, je suis imprévisible. C'est pas le destin qui gère. Non, c'est pas mon histoire et ma biologie et mon milieu social et ma copine et mes parents. Et parce que tu comprends, avec ma mère c'était compliqué. Laisse tomber. C'est toi. C'est toi qui gères et du coup ça te donne l'estime de toi parce que tu sais que tu es capable de donner le meilleur que toi-même. Et plus tu vas être capable de ça, plus vraiment tu vas ouvrir et plus tu vas avoir des miracles. Vayanos. Vayanos. Le Ness. Vous avez compris? Et dernière chose, je comprends du coup que si tout vient d'Hachem, j'arrive à faire le shalom avec les individus parce que je comprends qu'ils étaient là parce qu'ils avaient un certain rôle à jouer. Alors, si certains ont utilisé leur libre arbitre pour les mauvaises choses, ça ne me regarde pas, ils ont qu'à régler leur compte directement avec le patron là-haut. Mais du coup, c'est aussi et avant tout le plus grand secret du pardon entre les uns et les autres. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine, que Bezrat Hashem, ce cours il soit vraiment pour la libération de notre Hatofim au moment de Hanouka, Bezrat Hashem, et que voilà, on prenne tous ces enseignements et que du coup vraiment ça nous donne des ailes pour réaliser le mieux possible et vivre le mieux possible toutes les bonnes choses que Hashem a prévues pour nous.